Bienvenue à vous, c'est votre émission Ensemble c'est mieux sur France 3 Bretagne. On est ravis de vous accueillir en cette matinée et on a tous la forme et on est tous, regardez ça, colorés, regardez, un dégradé de couleurs qui montre à quel point nous sommes vitaminés ce matin. Karl est avec nous, on parlera Force blanche, on parlera de cinéma. Oui, on va parler du cinéma et d'un tout premier film d'un jeune homme de 75 ans qu'on connaît bien puisqu'il s'appelle Michel Denisot. Et le film s'appelle Toute ressemblance. Et il parle de... Il parle de télévision. C'est dingue, c'est incroyable. Carole Gézaké, elle est avec nous également. Bonjour Carole, on parlera de quoi avec vous? De l'inventaire. Que se passe-t-il quand on nous appelle dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un déménagement, d'un partage? Que pouvons-nous faire pour ceux qui nous demandent la valeur de leurs objets? Eh bien, on verra ça avec vous, impeccable. On se penchera également ce matin sur l'électronisme. Si vous ne savez pas ce que c'est, eh bien, on va vous le dire. C'est le fait d'être coupé du numérique. Comment y remédier? On verra toutes les solutions possibles. Nous apprendrons aussi quelques mots de breton. Et puis, on retrouvera l'agenda culturel de Sabine Marie-Murg. Et puis, la SPA de Rennes, évidemment, nous proposera un nouvel animal à adopter. Voilà, c'est le menu du jour. Il est vitaminé, comme nous. On va tout de suite voir une petite introduction en images sur l'électronisme. Bah, pourquoi tu payes pas tes impôts sur Internet, mamie? Oh, c'est trop compliqué. C'est pas pour moi, ce machin. Aujourd'hui, un quart des Français ne sont pas à l'aise avec Internet. On appelle cela l'électronisme, contraction entre illettrisme et électronique. À l'heure d'une société toujours plus connectée, être privé d'Internet devient un véritable handicap. La fracture numérique concerne particulièrement les personnes âgées. 27% des plus de 60 ans n'utilisent jamais Internet et on passe à 42% pour les plus de 80 ans. Mais les jeunes ne sont pas épargnés. 15% des moins de 35 ans ont renoncé au cours des 12 derniers mois à faire quelque chose parce qu'il fallait utiliser Internet. Eh bien, figurez-vous que ces abandonnistes, c'est comme ça qu'on les appelle, représentent tout de même 19% des Français. À quoi renoncent-ils? À 55% à une démarche de loisir ou un achat, à 39% à une démarche administrative, impôts, sécurité sociale, etc. et à 10% à du lien social, familial ou amical. Résultat, 50% d'entre eux déclarent se sentir exclus et en décalage avec la société. La solution? Ne pas hésiter à demander de l'aide. Le principal frein est souvent d'ordre psychologique. Tout un tas d'associations d'initiation à Internet existent. Alors, on se met à l'eau et on va surfer sur le net? On va peut-être pas surfer de la même façon que le petit chien. Allez, on va vous rejoindre, Antoine Potier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargé de mission à l'inclusion numérique à la Fédération des centres sociaux de Bretagne. Et votre chantier principal, c'est exactement ça, lutter contre l'électronisme, hein, c'est ça? Tout à fait, ouais, effectivement. Donc nous, on a plusieurs chantiers au niveau de la fédération. Et un des chantiers est l'inclusion numérique. Donc l'objectif, c'est d'accompagner et de coordonner et d'animer le réseau des centres sociaux, qui représente quand même 68 structures sur toute la Bretagne, réparties sur les 4 départements. Donc un très bon maillage voilà, en Bretagne. On un est une région bon bien maillage, lotie. à part en centre-Bretagne, où il y a juste une structure à Pontivy. Et l'objectif, effectivement, c'est d'accompagner les structures qui souhaitent apporter de l'aide et un accompagnement aux habitants et aux habitantes qui en ont le plus besoin. Voilà. 80% de vos centres sociaux ont une permanence numérique? Tout à fait. On est sur des chiffres aujourd'hui assez importants. Certains ont démarré parce que c'est l'urgence qui fait qu'il faut se doter d'un salarié ou d'un bénévole qui va accompagner de manière hebdomadaire les personnes. À l'horizon 2022, on est sur une dématérialisation assez proche et donc ça devient une urgence pour les centres de pouvoir accompagner ces personnes-là. Donc avec des formations informatiques plus ou moins poussées, hein, selon les profils. On a beaucoup d'idées reçues justement sur les gens dont on imagine qu'ils sont victimes de la fracture numérique. C'est pas que les seniors, hein, on imagine toujours que c'est les seniors. Tout à fait. Alors, une majorité, effectivement, on est sur 60% de plus de 60 ans, puisque c'est des personnes qui, de par leur âge, n'ont pas eu forcément les compétences pour être formés sur les outils numériques, mais on a aussi les personnes qui vont être dans les catégories socio-professionnelles les plus basses, qui vont savoir utiliser les réseaux sociaux, mais qui ne vont pas savoir faire un CV, qui ne vont pas savoir utiliser tableur Excel, on en parlait tout à l'heure en arrivant, ou si je vous demandais de faire du code informatique, vous aujourd'hui, ce n'est pas dans vos compétences, donc c'est toujours une question de compétences. C'est vraiment là-dessus qu'on se base, essayer d'apprendre les compétences qui sont utiles socialement à la personne. Voilà, ça vous dites, hein, c'est le plus important. Il faut dédramatiser le rapport à l'ordinateur, à l'informatique. Démystifier, dédramatiser, oui, tout à fait. Une personne va être capable de très bien utiliser WhatsApp, Skype, Facebook, mais par contre, dès qu'il s'agit de faire
d'aller sur le site des impôts, de faire sa déclaration, ou sur le site de la préfecture, on a peur. On a peur de valider, on a peur on a peur d'aller jusqu'au bout et de faire une erreur en fait qui soit... Et de casser la machine. Et voilà, effectivement, et de payer plus d'impôts qu'on ne devrait. Ah oui, alors ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment là-dessus, voilà. Après, c'est devenu l'outil central, on l'utilise tous au quotidien, et c'est compliqué de faire sans, en fait. Alors justement, vous parlez de cet outil qui fait peur. Eh bien, nous allons voir un exemple concret à Rennes pour rassurer les seniors et les aider à se reconnecter au numérique. C'est un reportage de Séverine Breton et de Lionel Bonis. Contrôle-Alt-Sup, Escape, pour toute une génération, clavier et souris, c'est une plongée dans un univers inconnu. Un lieu peuplé de dangers, de mots mystérieux. Un quart des plus de 60 ans n'utilise jamais Internet. On dit qu'il y a des pirates sur la toile, peut-être même des loups-garous. On entend tellement dire attention sur Internet, vous pouvez vous faire piéger, vous pouvez être piraté, et ben ça nous arrête. Et en fait, je pense qu'il faut aller parler avec les personnes qui vont nous mettre en confiance. Alors, ici et là, dans les maisons de quartier, les associations de retraités, des stages sont organisés pour dédramatiser l'ordinateur. 50% de mon travail, c'est de rassurer les gens, de leur dire que non, faut pas avoir peur de tout. Il y a des choses où oui, il faut rester vigilant, puis il y a d'autres où il n'y a pas de problème. On peut y aller, on peut en faisant attention, en ayant les bonnes pratiques, on n'est pas en danger. À bientôt 85 ans, Annick s'est inscrite en niveau 1, grand débutant. Sur 6 que nous étions, il n'y avait que moi qui étais en niveau 1. Les autres étaient en niveau 2. Pourquoi ? Parce que justement, elles étaient plus jeunes que moi. Et donc, dans leur travail, ils se sont servis d'ordinateur. Rester en contact avec ses petits-enfants partis loin ou déclarer ses impôts. Difficile en 2019 d'échapper au web. Mais tous ici sont prêts à voler au secours des usagers devant le grand méchant Internet. C'est aussi l'idée d'être aussi dans l'actualité, de savoir utiliser les outils, de ne pas être dépassé. Aujourd'hui, 63% des plus de 60 ans possèdent un ordinateur, 34% un smartphone. Car quand la peur recule, les seniors se sentent soudain beaucoup plus jeunes. Oui, beaucoup plus jeune. Un petit coup de jeunesse. Vous dites qu'il faut valoriser l'utilité sociale de ces apprentissages, le biais du plaisir, en fait, c'est ce qui marche. Tout à fait. Ouais. Ça sert à rien d'apprendre à quelqu'un un tableur Excel à 65 ans s'il n'en a pas l'utilité. Par contre, lui apprendre à utiliser YouTube pour écouter les morceaux de musique qu'il a envie d'écouter, apprendre à utiliser WhatsApp pour envoyer des photos à ses petits-enfants ou ses enfants. Là, il y a une utilité, il y a un vrai vecteur de lien social au travers du numérique qui doit vraiment être mis en avant. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle plus de l'accès au droit et de la dématérialisation parce qu'il y a des gens qui vont en être coupés. Ça, c'est hyper important de le dire aussi. Et que parfois, on a un peu l'impression de travailler à la place des personnes, à la place des institutions publiques et parapubliques. Vous dites, en fait, nous, les centres sociaux, on pâtit finalement de la vague de fermeture des services publics. Tout à fait, on en pâtit, voire même on ne va pas rentrer dans les détails, mais le Pôle emploi dit allez voir le centre social, ils vont vous accompagner. Voilà. Donc on est sur un désengagement et qui est important à noter. Et plus on va aller vers 2022 et la dématérialisation, et plus la vague va monter, et donc il faudra la réceptionner, cette vague, entre guillemets. Oui, parce que le RSA, par exemple, ne peut être demandé qu'en ligne. C'est l'exemple typique, le RSA. Voilà. Le RSA qui est quand même le revenu le plus faible et l'aide sociale la plus faible que vous puissiez avoir. Donc quand vous savez qu'un smartphone est le coût d'un abonnement Internet, Nous, on milite pour le fait qu'à court ou moyen terme, il faudrait qu'il y ait un abonnement avec un coût social, c'est-à-dire les personnes qui ont des faibles revenus, ça devient quasiment un bien vital d'avoir Internet, donc du coup, il faudrait qu'il y ait un tarif social qui soit mis en place, et ça existe à Brest notamment. Il y a 1,18 € par mois pour les gens qui sont en habitat social, ils payent 1,18 € par mois, c'est prélevé sur leur loyer directement, et donc ça leur permet d'avoir un accès à Internet à faible coût. Je vous propose d'écouter une question, puisqu'on parlait de démarche administrative. Une question d'Annie, une téléspectatrice. L'électronisme m'interpelle car il touche 23% de la population française. Cela pose un véritable problème car dans les années qui viennent, toutes les démarches administratives se feront sur Internet. Quelles mesures peut-on prendre pour sortir ces personnes de l'électronisme et qu'elles parviennent à réussir leurs documents administratifs ? Alors voilà une question très concrète. Quelles mesures est-ce qu'il faut renforcer justement la formation de tous ces professionnels qui accompagnent les personnes coupées
Pour nous, il y a plusieurs mesures principales. C'est effectivement renforcer l'accompagnement et permettre à toutes les personnes qui le souhaitent de pouvoir être formées. Continuer aussi d'avoir quand même un accès humain, c'est-à-dire d'avoir accès à quelqu'un ou d'avoir accès à une personne qui peut vous accompagner sur la rédaction écrite de vos dossiers, même si on ne tend pas vers là, et d'avoir un espèce d'accompagnement individualisé aussi. Voilà, aujourd'hui, ça paraît indéniable qu'il faut se former, mais il y a des gens qui ne se formeront pas de toute façon. Il y a des gens qui n'iront pas vers là. Quand on n'a jamais mis les mains sur un smartphone ou un PC, les gens ne le feront pas. Donc il faut aussi prendre en compte ces personnes-là. Du coup. Alors, vous avez utilisé un biais intéressant, hein. Vous faites des binômes bénévoles, salariés, des habitants se mobilisent pour aider d'autres habitants à se former au numérique. C'est la force des centres sociaux, effectivement. La force des centres sociaux, c'est de s'appuyer sur les habitants. Donc on a effectivement des salariés pour faire tourner la structure, mais on a aussi beaucoup de bénévoles. Et d'ailleurs, une bonne majorité des permanences sont animées par des bénévoles, même si on tend vers une professionnalisation de ces métiers-là, le métier de médiateur numérique, animateur numérique, puisque ça devient des vraies compétences. On ne va pas demander à un bénévole de remplir la fiche d'imposition d'un habitant du quartier, c'est compliqué en termes d'accès à des données personnelles, voilà, donc il faut que ce soit un salarié qui le fasse, mais effectivement, on a un gros réseau de bénévoles qui est motivé. D'ailleurs, je fais un appel aux bénévoles, si vous voulez rapprocher de votre centre social le plus proche. Voilà. On cherche très souvent des bénévoles, pas que sur le numérique, sur bien d'autres thématiques. Ça peut valoriser aussi l'utilité sociale de ces personnes-là. Et puis on n'oublie pas qu'évidemment, ces ateliers, c'est aussi des lieux de convivialité, hein, que beaucoup de personnes. Tout à fait. Les gens ils viennent aussi pour échanger, pour rencontrer d'autres personnes, et ça ouvre la porte du centre social à d'autres activités, la couture, des groupes de parole, échanger sur d'autres activités. Le centre social, le panel est très large des activités, donc voilà. N'hésitez pas à pousser la porte du centre social. Écoutez, l'appel est lancé. Merci beaucoup, Antoine Potier. Merci pour l'invitation. Le numérique, Maël, ça vous a inspiré également? Mais bien sûr. On n'en avait jamais parlé dans cette émission encore, en breton en tout cas. Voilà, on a évidemment les mots qui vont bien pour parler de tout ça. Alors le numérique en breton, on va parler de NIVRL. En NIVRL, en fait, c'est tout simplement la traduction, puisque niver, ce sont les nombres. Internet en breton se dit kenroedat, argenroedat, qui est en fait le réseau. Pour y accéder, on peut utiliser un ordinateur qui va se dire en breton en ursiater. Là aussi, on va retrouver dans le mot ursiater les racines de ordinateur, c'est ordonné, organisé. Un smartphone, alors là, je voudrais quand même saluer l'Office public de la langue bretonne. Là où le français n'a pas réussi à trouver un mot intelligent, rigolo et qu'on a envie de s'approprier, en breton, on y est parvenu. Le mot poelgomzer, puisqu'en breton, un téléphone, c'est pelgoms. Ouais. Pel pour télé, distance, goms pour parler, pelgoms. Et du coup, pour faire smartphone, ils ont fait un jeu de mots entre pel et poel. Poel, c'est intelligent, c'est la réflexion. Donc poelgomzer, c'est smartphone, donc le téléphone qui réfléchit. Donc c'est un jeu de mots. Et en plus, c'est facile à se rappeler et à utiliser. Moi, je dis bravo. Enfin, facile à Je trouve compliqué après ça. Non, parce que vous parlez pas breton. Mais si vous parliez breton, c'est un mot que vous pourriez acquérir facilement. C'est vrai qu'il est joli. Et puis alors qu'en français, que dalle. On fait smartphone. Voilà, on a essayé d'autres trucs, mais ça marche pas bien. Un site internet va se dire Lerien. Et pour un mail, c'est Postel. Alors Postel, on va retrouver un petit post, post, donc la poste, Postel, donc c'est assez joli. Donc en ligne, Enlinen, là pareil, pas de grande surprise. Alors navigateur. Alors là, navigateur. Se dit merdé. Personnellement, mon navigateur a souvent merdé aussi. Donc, voilà, je savais que celui-là vous plairait. C'est pour ça que je l'ai gardé. Alors merdéi, c'est naviguer au sens naviguer sur la mer. Ouais. Donc c'est un mot qui est très ancien, qui existe. Mais en français, c'est tout de suite beaucoup plus drôle. Voilà, un navigateur est donc un merdéer, car il merde souvent. Non, mais en vrai, c'est ça. En vrai, c'est ça. Alors des expressions, évidemment, des expressions populaires anciennes du 19e siècle sur le numérique, je n'en ai pas trouvé. C'est dingue. Mais je me suis dit, pourquoi ? Et du coup, j'ai cherché les expressions avec pourquoi.
Bah oui, parce que celle-là, je ne les avais jamais faites. Ouais. Petrazo da Lein, lost achi brein, Petrazo da Guan, lost achi moin. J'aurais dû commencer par vous dire que pourquoi c'est Petra en breton. Rien à voir avec une ville de Jordanie. Petrazo da Lein, lost achi brein, Petrazo da Guan, lost achi moin. Qu'y a-t-il au petit déjeuner? La queue du chien pourri. Et qu'y a-t-il au souper? La queue du chien mince. Vous avez 3 heures. Ce serait un bon sujet, ça. Non, mais Carl, je te ça va falloir s'en occuper. de quoi te marrer, je pense. Petrazo da Guan, en fait, on est toujours dans la même rythmique. Petrazo da Guan, Bouzelen Voan, qu'y a-t-il au souper? Boyau mince. Donc en gros, on va avoir rien à manger. Petrazo da Lein, Treit Siliu à Diusquan, Kelien. Celle-là est pas mal. Qu'y a-t-il au petit déjeuner? En fait, c'est juste pour se rappeler des différents repas de la journée qui ont des noms différents, comme dans toutes les langues. Petrazo da Lein, Treit Zili ou à Diusquan Kelien. Qu'y a-t-il au petit déjeuner? Pied d'anguille et oreille de mouche. Alors, anguille se dit sili, silien, siliou au pluriel. Et les mouches, c'est Kelien. D'accord. Alors, je sais pas si vous avez déjà attrapé des oreilles de mouche. Jamais encore, non? Non, franchement, non. Eh ben, moi non plus. Donc en gros, on mange pas grand-chose. Oui, c'est ça, en petit, fait. Tout ça, c'est pour dire c'est ça. maigrichon. Ouais. C'est maigrichon, ouais. Les c'est oreilles vrai. de mouche, c'est joli. C'est très joli. imagé quand même, hein, la langue. On essaie. Il y a des expressions en général. Les expressions sont En géniales. breton particulier. Ouais. Donc Et on tout un s'appellera bestiaire. de Poil Gomzer, Poil Gomzer, Petra Poil Gomzer. et du navigateur Merdé. Celle-là, on n'est pas très bien oublié. Pas de souci. Merci beaucoup, Maëlle. Allez, on va maintenant passer à l'inventaire. Vous en parliez tout à l'heure, Carole. L'inventaire dans le cadre d'une succession, mais pas que. On va voir ça tout de suite. Lundi 9 décembre à 14h sera organisée du coup, par Rennes en Cher une vente de mobilier d'un hôtel particulier, d'un manoir rennais. Est-ce que c'est fréquent, ça? Pas vraiment fréquent d'avoir récupéré tous ces objets qui sont restés intacts depuis près d'un siècle. C'est fou, ça. Rien n'a bougé. Ça existe encore, ça, alors? Ça existe encore. À chaque fois, c'est comme l'émerveillement. Ah ouais. On pénètre dans la maison, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Et là, c'est un cumul, en fait, d'héritage, de souvenirs, de cadeaux. Et nous, on doit faire une synthèse de tout ça. C'est-à-dire décrire les objets, c'est les chiffrer, les prendre en photo, les numéroter, les classer. Donc, on fait toujours 3 tours pour rien oublier. Parce qu'on arrive, c'est très encombré, il y en a partout. Donc, il faut vraiment faire la synthèse, ne pas passer à côté de quelque chose d'important. Et à cette occasion, d'ailleurs, il y a eu un tableau de découvert en France récemment, qu'une jeune commissaire-priseur a découvert, vous avez dû en entendre parler, dans une cuisine. Et c'était, en fait, ça ressemblait à une icône. Et c'était un élément de retable d'un artiste, d'un des premiers de la Renaissance, de Cimabue, et du XIIIe siècle, et qui a fait 24 millions d'euros. Donc on n'est jamais à l'abri d'un trésor. C'est dingue. Mais oui, mais c'est ça. Il ne faut surtout pas se fier parfois à une maison qui paraît modeste extérieurement. Il peut y avoir, les objets sont mobiles, un objet comme ça qui arrive par quelqu'un qui peut chiner, qui découvre cet objet. Donc c'est toujours un peu l'inconnu. Donc on est toujours quand même à plusieurs avec l'expert, une collaboratrice. Et là, on fait 3 tours, c'est-à-dire on fait l'inventaire des meubles, on tourne une fois, l'inventaire de ce qui est au mur, on tourne 2 fois, et l'inventaire des objets, ça c'est le plus long, qui se trouve dans les placards, un peu partout, des objets qu'on ne voit pas toujours en une seule fois. Ouais. Alors donc là, descriptif, estimation. Voilà. Donc là, on voit par exemple, alors là c'était le salon. Voilà, dans ce salon. Le salon. Donc on arrive, on est toujours aussi, c'est ce qui est compliqué souvent, c'est de chiffrer quelque chose alors qu'il y a une ambiance qui est très porteuse. C'est-à-dire, on va voir le fauteuil dans le contexte, on va peut-être l'estimer 150 €, et quand on l'amène à la salle des ventes, il faut reconstituer un contexte. Et on peut être influencé par une belle demeure, un très beau cadre. Donc, il faut quand même faire attention dans l'estimation. Ne pas se laisser porter par une ambiance. Donc, et là, on pénètre en fait dans un univers, dans toute l'histoire d'une famille, de plusieurs familles. Et on voyage dans le temps. Donc là, par exemple, en termes de mobilier, alors là, on a des fauteuils 19e, vous avez vu. Après, on a une petite méridienne sur la droite, un guéridon. Donc chaque objet a un mot, une terminologie très particulière. On a une façon de le décrire. Un tableau, on commence toujours par le nom de l'artiste. Un meuble, il faut en définir le bois, l'époque. Donc il faut quand même bien le regarder. C'est quand même en 3 dimensions. Donc on regarde le dessous du meuble, on regarde s'il n'y a pas eu des restaurations, des accidents. Voilà, donc tout ça, c'est un travail aussi parfois de recherche. Parfois, on découvre un tableau, un nom d'artiste qu'on ne connaît pas, bien évidemment, il y en a tellement. Et donc, après, nous allons faire des recherches postérieurement dans des bases de données, de résultats, pour essayer de définir le prix. Donc, ça se déroule sur plusieurs jours. Là, on a dû passer une journée, voire 2. Ensuite, il y a l'étiquetage,
les photos, puisque tout est mis sur un site internet ensuite. Donc, il faut pratiquement 4-5 photos par objet, puisque les gens ne se déplacent pas en salle des ventes, ils achètent à distance. Et donc, on va photographier, les pieds sont-ils en bon état, le dessous du meuble, un gros plan du décor. Donc, c'est tout un univers qu'on essaie de reconstituer après à l'hôtel des ventes. Ah, vous reconstituez quand ces objets, carrément. on reconstitue une ambiance. C'est-à-dire que, hors contexte, il faut le mettre en valeur. Ouais. Donc après, il y a un travail de scénographie. C'est un autre métier encore qui intervient, parce qu'il y a plusieurs métiers, l'expert, les collaboratrices, le photographe. Et la scénographe va reconstituer un décor. Donc on a reconstitué, vous allez voir, et c'est bien aussi pour les personnes qui héritent, de voir que ce mobilier-là, il n'est pas, comme on dit avant, comme disait Barbara, dans la salle des ventes, voyez, dispersé un peu n'importe comment. Ouais. Aujourd'hui, une maison de vente, elle met en valeur, elle reconstitue un décor et une ambiance chaleureuse pour que les gens se projettent, et même les héritiers voient que leurs objets iront à d'autres amateurs, d'autres passionnés. Alors, il y a également un lustre qui est très très joli, qui sera mis en vente également le le lundi 9 décembre. un des beaux objets, Il c'est est vrai. splendide. Alors là, ce qui plaît beaucoup Quelle aussi, c'est époque les photos in situ. Ah oui. C'est-à-dire que comme il faut reconstituer ce décor, cette ambiance, donc on prend souvent l'objet dans les lieux. Et là, ce sont des très très belles pampilles épaisses comme on faisait avant. Le lustre est en bronze. Il est très fourni en pampilles. Les pampilles sont très épaisses, probablement de baccarat. Donc déjà, un lustre comme ça vous met une ambiance, meuble dans un appartement vide. C'est un beau lustre, ça vous meuble. Et voilà. Et donc les estimations, après, ce n'est pas parce que ça provient de très très belles demeures que les objets vont faire des prix pharaoniques. Là, comme je disais à mon voisin celui-ci. qui me dit, oui, mais ce n'est pas accessible à tous. Mais si. Un lustre comme celui-ci, bon, ça c'est quand même une pièce un peu Ça unique, m'intéresse, figurez-vous, parce que ma maman a exactement le même. On dit toujours ça, on mais le c'est trouve souvent immonde son lustre. C'est pas Coucou parce maman, qu'il est en désolé, ton bronze. lustre on l'aime pas trop, mais visiblement ça vaut du pognon. Non, c'est Écoute pas bien parce maman. C'est pas parce qu'il y a beaucoup de pampilles qui se ressemblent tous. Et en fait, il y a vraiment beaucoup de variantes dans celui-ci, et on l'a estimé aux alentours de 1 000 €. D'accord, oui, donc voilà, donc c'est pour un c'est un lustre qui budget, a mais un bon, siècle, c'est une pièce voilà. d'exception. quoi. Et alors, dans cette maison, il y a des collections d'opalines, il y a des carnets de balles, il y a des petits cachettes objets du cire, quotidien, il y a plein raffinés, d'objets, quand même. les objets de 1900, des femmes qui utilisaient beaucoup d'accessoires pour le maquillage, pour tout. Donc, vous avez des boîtes à pilules, vous avez des boîtes à poudre. Vous allez voir, vous allez plonger dans une autre période où il y avait beaucoup d'objets de raffinement. Bon, qu'on a moins aujourd'hui. Maintenant, c'est le design, c'est autre chose. C'est extraordinaire, ça. Donc, ce sera le lundi 9 décembre à 14h. Exposition tout le week-end avant, comme Alors, ça vous exposition pourrez tout le venir, week-end. vous qui n'avez pas Vous toujours m'avez le temps, convaincu en tout à l'heure. semaine, le dimanche, on sera là pour, j'espère que vous allez rêver dans ce beau décor. C'est fabuleux. Qui va s'y rendre? Du coup, Karl, il va essayer d'aller voir. Je ne l'ai pas encore vu à l'hôtel des ventes. Je ne l'ai pas encore vu. Tu vas prendre une Non, c'est vrai. et tu vas y aller. Eh ben oui, je Non, vais mais y aller faut avec ma vraiment que ce maman, soit- et puis on va essayer de bazarder le lustre. Mais si ça se trouve, il vaut une fortune. Mais absolument, faut qu'on cause, maman. Bon. Allez, je vous propose qu'on aille maintenant en direction de Saint-Malo à la découverte d'autres belles demeures de l'architecture balnéaire, cette fois-ci. Nathalie Rossignol et Fabrice Leroy. Notre enquête débute sur la digue de Saint-Malo. Cette ville-là, comme tu as pu le voir, elle est vraiment très influencée par l'architecture médiévale. Gaëlle Delignon, spécialiste de l'architecture balnéaire, et Clotilde Audrin-Philippe, photographe, viennent de signer ensemble un livre dédié aux villas malouines, parmi lesquelles Les Lutins, signé Yves Aymar en 1914. C'est une villa qu'il réalise alors qu'il est vraiment tout juste diplômé, la même année, de l'École des Beaux-Arts de Paris. Il était dans l'atelier Laloux, donc c'était un atelier connu pour être très très érudit, avec beaucoup d'apprentissage historique. Et donc il revient à Saint-Malo, sa ville natale, et là, tout de suite, il enchaîne sur une commande de sa famille. Une villa prestigieuse pour un oncle magistrat. Là, il est vraiment au tout début de sa carrière et il utilise vraiment une inspiration néo-gothique, inspirée du mouvement anglais. À l'image de ses combles, de cette cheminée apparente et des différentes formes de moellons utilisées. Pour celle-ci, effectivement, elle est très chargée, elle fait penser plutôt à quelque chose d'assez médiéval. Et du coup, c'est vrai que j'ai voulu faire plutôt des cadrages plutôt assez massifs, en grand angle, et sinon sur des détails en fait, de la façade, puisqu'il y a énormément de choses qui sont représentées.
Cette œuvre de jeunesse d'Yves-Aimard évoque une autre villa, construite 15 ans plus tôt à Cancale par l'architecte Jean-Marie Laloy, la propriété des grands-parents d'Anne Le Cerf-Dauphin. La maison où nous nous trouvons là maintenant est une maison de famille. Donc, sachant qu'elle avait été une source d'inspiration pour Yves-Aimard, ça a été pour moi le point de départ de mon travail. Anne Le Cerf-Dauphin a en effet consacré son mémoire d'histoire de l'art à Yves-Aimard en se penchant notamment sur ses influences. Bonjour Annie. Sur le trottoir d'en face, la maison d'un de ses amis, Pascal Laloy. Je suis la 4e génération d'architectes de la famille Laloy. Mon arrière-grand-père qui a fait la maison où habite Annie était architecte et mon grand-père était contemporain à un an près d'Yves-Aimard. Ils se connaissaient très bien. Là, sur la maison de votre arrière-grand-père, qu'est-ce qu'on va retrouver chez Yves-Aimard dans les constructions du début de sa carrière ? La tourelle d'escalier. Voilà, la tourelle d'escalier a influencé pas mal Yves-Aimard et beaucoup de ses villas, la villa des Lutins, la villa Ellerslie à Saint-Malo, Château-Richer, ont toujours cette tourelle d'escalier en évidence. Voilà justement le château Richeux, à Saint-Méloire-des-Ondes, une bâtisse qu'Yves-Aimard a conçue en 1923. C'est aujourd'hui la propriété du chef, Olivier Rollinger. Après la Première Guerre mondiale, Madame Chaki, une jeune femme, fille unique du plus gros importateur de café en France, qui habitait Le Havre, tombe follement amoureuse de cette falaise et décide d'implanter sa maison, sa villa. Et elle va l'appeler immédiatement le point du jour. Oui, et lui va l'appeler, ce château, mon péché de jeunesse. Sur la gauche, dans le bow window, là, c'était la salle de bain de Madame Chaki avec les 3 petites fenêtres. Et dans le bow window, il y avait juste l'emplacement de sa baignoire. Donc évidemment, c'est une salle d'eau signée Odorico, tout en mosaïque. Dans la tour, ça c'était sa chambre, hein, avec ses 3 grandes fenêtres. Sur la droite, avec le balcon, c'était l'invité d'honneur. Alors parfois, un homme illustre, Léon Blum. Côté ouest, la façade offre un tout autre visage. Là, il y a un rappel breton, en tout cas, avec ce porche traité un peu comme avec un fronton, comme une chapelle. Oui, c'est un escalier assez monumental qui emprunte au manoir breton. En fait, c'est 1001 maisons à elle toute seule. Wow, splendide, hein. Des idées de sortie pour ce week-end. Allez un petit peu regarder l'architecture balnéaire sur la côte. On va parler justement de ce week-end avec vous, Sabine, avec un agenda culturel. On commence par l'Ille-et-Vilaine. Hein. Le cœur de Rennes, et bien au-delà d'ailleurs, va battre au rythme d'un grand temps fort musical qu'on ne présente quasiment plus, forcément. Oui, vous avez deviné, il s'agit bien sûr des Transmusicales, le festival rennais par excellence, avec une programmation toujours au top pour cette 41e édition qui démarre mercredi prochain. Alors encore et beaucoup de découvertes de musique d'avant-garde. Une bonne majorité des artistes d'ailleurs se produisent en France pour la première fois. Et parmi les pépites à ne pas rater, l'improbable collectif nippon Minyo Crusaders. Alors ils remettent au goût du jour les chants populaires ancestraux en associant jazz éthiopien, afro-funk, musique latine ou pop thaïlandaise. Incroyable, on les écoute. Ah bah oui. Étonnant mélange. Hein, et plein de surprises. Alors, c'est aussi le grand retour de l'enfant du pays, Étienne Dao. Oui. Concert complet, hein, les 2 jours. Complet déjà, oui. Et si vous préférez des concerts plus intimes, ne manquez pas non plus la tournée des bars en trance. Alors, je tenais aussi à vous dire que cette édition est dédiée au chanteur mythique de ce festival, Philippe Pascal, du groupe Marquis de Sade, qui nous a quittés cette année. Et c'est un grand vide pour la scène rennaise, évidemment. Oui, évidemment. Dans le Finistère, maintenant, Sabine, on ne sort pas la nuit, mais on sort les petits, c'est ça ? Voilà, c'est reparti pour la 18e édition du festival Théâtre à tout âge qui se déroule dans tout le Finistère du 1er au 20 décembre. Alors, cadeau avant Noël, au choix du théâtre, de la danse, du cirque, des marionnettes. Un
Un programme concocté par l'association Très Tôt Théâtre, porté notamment par Delphine Anotte, qui m'a fait part de ses coups de cœur. Alors Jimmy et ses sœurs de la compagnie de Louise, qui posent une première question. Pourquoi les héros sont-ils presque ou toujours des garçons? Ben oui. Autre spectacle, Minimal Circus de Johan Pencollet. C'est un tout petit cirque, alors tout rikiki avec des mini-lions, des mini-clowns, des mini-acrobates, mais qui font de maxi numéros. Alors il y a encore un autre, intitulé Un furieux désir de bonheur du Théâtre du Phare. Création qui porte de jolis messages comme « Il n'y a pas d'âge pour apprendre le bonheur ». Alors courons vite au théâtre à tout âge, à partir du 1er décembre. Et le bonheur, on le trouvera également dans les Côtes d'Armor, samedi à Trégueux, Sabine, où on va danser toute la nuit. Et oui, et c'est pas une rêve partie. Non, rassurez-vous, la danse est tellement variée, multiple, alors il fallait bien une nuit pour découvrir une nouvelle fois quelques-unes de ses facettes. Alors pour cette édition, le Centre culturel Bleu Pluriel propose une soirée au répertoire contemporain hip-hop et même de percussion corporelle avec la compagnie Hip Hop Project qui danse à l'unisson. Création décalée qui mêle top dance et danse hip-hop. La voici à l'unisson. Plein d'énergie. Oui, qui mêle aussi toutes sortes de danses. Alors voilà, c'est très beau, c'est à voir samedi prochain à Trégueux. À Trégueux. Et puis on termine avec un concert exceptionnel dans le Morbihan. Et oui, rendez-vous au Palais des Arts à Vannes pour découvrir la nouvelle création des sonneurs du Bagad de Vannes qui s'appelle Confidence. Alors, né de la musique bretonne, enrichi d'orchestration aux inspirations classiques, le spectacle vous embarque dans un univers musical intime et poétique. Plus de 50 musiciens sur scène et d'autres instruments s'invitent, comme le violon, le violoncelle, le saxophone et la guitare. On les écoute. Beaucoup de talent, ce Bagad. Hein, oui, alors c'est le Bagad Mélinérion de Vannes montera sur scène au Palais des Arts ce samedi et dimanche. Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre. Merci beaucoup, Sabine. Antoine, vous irez forcément en transmusicale, vous? Oui, tout à fait, c'est prévu, ouais. Oui, comme tous les ans. Vous nous conseillez quoi? Eh ben, on disait tout à l'heure Marc Rébillet. Voilà. Je vous laisse aller voir et vous découvrir. Un petit teaser quand même, Marc Rébillet. Une robe de chambre, une moustache, un clavier, une boîte à rythme, un micro, une voix assez folle et surtout beaucoup d'énergie. Et voilà, il fait tout seul et c'est génial. Voilà. Sacré teaser. Ça donne envie. Bon, il y en a d'autres qui iront voir le Bagad, peut-être Maëlle. C'est pas dit que je puisse aller jusqu'à Vannes. Ah bon? C'est pas dit. Oh. C'est pas dit. Bon. Il y en a d'autres qui iront au cinéma et peut-être qu'au cinéma, ils iront voir Toute ressemblance. Oui, Toute ressemblance, premier film de Michel Denisot, qu'on connaît évidemment, puisqu'il a une grande carrière télé derrière lui. Le film a été abondamment détruit par la critique en France. On regarde tout de suite la bande-annonce et puis on va essayer quand même de sauver ce film. Même. Mon paradis, c'est ça. Avoir tous vos yeux braqués sur moi tous les soirs. Antenne dans 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir à tous. Oui, je suis le roi. Star du PAF, producteur. Je suis tout simplement indéboulonnable. Je vous aime, tous! Antenne dans 8 secondes. Vous informer chaque soir est un immense honneur. Non. Et un plaisir aussi. Les audiences de votre JT ne vous protégeront pas indéfiniment. Vous ne m'impressionnez pas, Saint-Guéran. Ça viendra.
40% de part de marché hier soir. Oh, danse de joie. Yes! Trouvez-moi les failles de ce fils de pute. Encore un ce matin. Le coup du cercueil, quand même. Mais s'il y a une môme dedans? Vous regardez trop les infos. Qu'est-ce que vous voulez qu'il m'arrive? Je sais bien qu'il y en a encore qui vont dire que ça me ressemble, mais moi je dirais plutôt une femme. Mais non, il n'y a qu'un homme qui peut se comporter comme ça. Et je crois que j'ai ma petite idée. Eh ben, dites donc. Ouais, bande-annonce très rythmée pour un film qui est aussi très rythmé. Est-ce que tout est dans la bande-annonce? Non, tout n'est pas forcément dans la bande-annonce. Va. En tout cas, c'est vrai que c'est la bande-annonce, en la revoyant, je me dis que ça renforce d'autant plus la ressemblance du film, justement, toute ressemblance, avec un autre film qui est sorti il y a une quinzaine d'années. C'était un film de Yann Kounen, une adaptation du roman de Frédéric Becbédé, 99 francs, qui avait fait beaucoup de bruit et qui racontait le parcours de Becbédé lui-même en tant que publicitaire au milieu des fêtes, de la coke, de la démesure totale, du parisianisme. Et ce film de Michel Denisot prend énormément appui sur le film de Yann Kounen, 99 francs. Le film est très référencé pour ça. Alors, la critique a, comme je l'ai dit avant, beaucoup descendu toute ressemblance. Télérama trouve le film pesant. On va le voir après. Pour Le Monde, c'est un spectacle affligeant. J'aime bien donner les critiques négatives. On lit partout que Denisot enfile les clichés sur le monde de la télévision. Et comme vous le dites, effectivement, Laurence, est-ce que c'est justifié? Je crois, moi, en fait, que les critiques français, les journalistes français aiment tellement le personnage de Michel Denisot, qui a été extrêmement novateur à la télé, extrêmement créatif. Il a fait des émissions comme Le Grand Journal sur Canal+, qui a un petit peu révolutionné la façon de faire de la télé, l'impertinence à la télévision. C'est aussi Michel Denisot qui a lancé Yann Barthès avec son émission Quotidien qui cartonne. Et puis là, passons au cinéma. On peut dire que son film est tout sauf inventif. Voilà, toute ressemblance. Ce film n'est pas très inventif. C'est une comédie très référencée, très ciblée, qui s'adresse plutôt à un public jeune, urbain, branché, etc. Mais ça ne justifie pas tant de colère de la presse. Effectivement, on peut pardonner à Michel Denisot de ne pas avoir été très inventif et très original. En tout cas, il nous raconte une histoire évidemment sur un mode extrêmement caustique. On l'a vu, le personnage principal est joué par Franck Dubosc. C'est un présentateur de JT extrêmement cynique, extrêmement ambitieux, qui ne vit que pour la gloire d'être à la télévision, de faire des parts de marché. On l'a vu aussi dans la bande-annonce, et qui est prêt à tout sacrifier, y compris sa famille, y compris ses amis, y compris son entourage, au nom de petites vendettas personnelles, puisque dans le film, il est opposé à un personnage secondaire qui est joué par Denis Podalides, et qui est le grand patron de cette chaîne qui s'appelle La Grande Chaîne, et sur lequel ce JT de 20h cartonne. Podalides veut évidemment descendre ce personnage de Dubosc qu'il ne supporte pas, et puis Dubosc fait tout pour évidemment gagner des parts de marché. Il est dans l'insolence la plus totale, puisque pour lui, il est totalement indéboulonnable, il est totalement impunissable, et il peut faire absolument ce qu'il veut, d'où des excès totaux. Alors, les personnages secondaires, on revient dessus. Il y a également Jérôme Commandeur qui joue le producteur de l'émission et meilleur ami de cet animateur de JT, monsieur Saint-Guérande. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il s'appelle Guérande. En tout cas, dans le film, c'est marrant parce qu'on l'appelle CSG, un petit peu comme on dit PPD. Ouais. D'ailleurs, les différents présentateurs de journaux font des apparitions. Bah oui, c'est marrant, on a vu Anne-Sophie Lapix. Oui, Anne-Sophie Lapix aussi, absolument, qui sont un petit peu dans l'autodérision en disant « mais non, mais ça ne me ressemble absolument pas ». En tout cas, voilà, c'est un film qui joue sur les clichés, qui s'en moque un petit peu, mais qui, en même temps, ne peut pas éviter de tomber dedans. Mais moi, j'ai envie de dire, on parle du monde de la télévision. Est-ce que le monde de la télévision n'est pas un cliché à lui tout seul, finalement? Pas besoin d'inventer quoi que ce soit. Non, pas besoin d'inventer quoi que ce soit. On peut pas être très original. Je veux dire, la cocaïne, la drogue, dans cette émission, c'est plutôt Maël. Les 6 cercueils reçus sur le bureau, c'est moi. Mais oui, voilà, vous recevez des cercueils. On sait très bien que Sabine, elle, est plutôt dans le côté égocentrique. Voilà. Les caprices avant l'antenne, je veux des fraises, etc. C'est insupportable. Mais ça, fallait pas le dire. On va proposer qu'un café. Du coup, les invités sont complètement... déjà. La veille, la vodka. Vodka la veille, oui, ça, on en reparlera. Ouais. Donc, est-ce qu'on conseille ou est-ce qu'on ne conseille pas ce film? Pour ne rien vous cacher, je suis allé voir le film justement avec une amie qui m'a fait boire de la vodka après. Et cette amie, elle n'a pas du tout aimé le film, a trouvé qu'effectivement, il n'y avait aucune émotion qui était suscitée. Et je suis plutôt d'accord avec elle là-dessus. Effectivement, il ne faut pas y aller pour ressentir des grandes émotions. On sourit souvent dans le film plutôt qu'on ne rit, mais on n'est pas effectivement transporté par l'histoire. Mais ça reste un honnête divertissement, donc moi j'ai plutôt tendance à vous le conseiller. J'ai plutôt passé un bon moment, même si encore une fois, pas d'émotion, pas trop d'originalité, mais
Un peu caricature. Oui, assez caricatural, mais ça passe. Et puis, Denisot, on lui pardonne tout. Et puis, il y a aussi une excellente bande originale. La musique est importante dans le film et je la trouve très, très réussie. Très bien sélectionnée. Parfait. Voilà. Maëlle, vous irez le voir? C'est pas dit. Non, c'est pas dit, d'accord. Sabine? Non, peut-être, oui. Il y a de bons acteurs. Moi, j'adore Denis Podalides et Sylvie Testus. Pas forcément pour l'autre, mais bon. Oui. Carole, vous irez? Oui. Allez. Et Antoine? Même si on vous a proposé qu'un café, désolé. Non. La prochaine fois, ça va peut-être le champagne. C'est ça. Voilà. Non, je suis pas sûr, je sais pas. Voilà, exactement. Pas je vais me concentrer sur les transfusions. Ouais, je pense qu'il y a quelques occupations dans les jours à venir. On va maintenant retrouver Billy à la SPA de Rennes avec un petit chien à adopter. Billy, c'est à vous. Bonjour Billy. Bonjour. Bienvenue à la SPA. Merci. Comment vas-tu ce matin? Très très bien. Je suis en belle compagnie, donc ça va très bien. Quand on est là avec nos petits animaux, moi ça va super. Alors présente-nous un petit peu ce petit bonhomme. C'est Harper. Donc Harper, il a 7 ans. Harper, cœur à vif. Ah non, c'était Hartley, cœur à vif. Il a 7 ans. Il a 7 ans, c'est un chien qui est en refuge depuis un moment. Il est arrivé d'un autre refuge où il passait totalement inaperçu. D'accord. Et pourtant on dirait un mannequin de chien. Tu sais, il est grand, il est sec, il est beau. Bon, montre pas ton derrière. Est-ce que c'est une race particulière ou pas? Alors, c'est un anglo, c'est un croisé anglo. D'accord. Donc, c'est des chiens qui aiment vivre en meute, en fait. C'est des chiens qui aiment aussi beaucoup leurs congénères. Donc, lui, d'ailleurs, est très sociable avec ses congénères. Il sera même bien dans une famille avec un chien bien dans ses patounes. D'accord. C'est un amour et qui pourra vivre avec des enfants. On placera plutôt quand même en pavillon, bien clôturé en extérieur. Bah, il faut de la place quand même, parce qu'il est grand. Il faut quand même qu'il puisse se gambader. Et puis bien sûr, des grandes balades. Hein. Ça, il en a besoin. Il a besoin de flairer des bonnes odeurs. Faire de du pistage. Ah, il aime ça. Ah ouais. Il aime ça. Bon, bah écoutez, je crois que ce petit bonhomme, on a bien compris qu'il lui fallait juste d'autres copains. Des copains, une des bonne enfants, une maison, de l'amour. Et puis ce sera le chien, le bon chien de famille. Bien, hein. Et le bon chien de famille, vraiment. Ça marche. Très, très gentil. Eh ben écoute, je te dis à demain, Jennifer. À demain, avec plaisir. Salut. Bah oui, au revoir tout le monde. Ouais. Voilà, Harper vous attend, petit chien, ouais, effectivement. Non, faut peut-être la maison qui va avec, effectivement. Moyen chien. Sinon, Harper va mettre le bazar. Harper's Bazar. Wow. Bon, vous avez bien fait d'aller au cinéma hier, Carl. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, les amis. On se retrouvera demain à 10h45. On vous dira tout sur l'art de recevoir. Eh bien oui, l'art de recevoir, c'est la vaisselle, c'est l'accueil, l'hospitalité, c'est tout un tas de choses. On verra ça ensemble. Dans quelques instants, vous retrouvez votre série Itinéraire Bretagne autour des sports féminins de haut niveau proposée cette semaine par Christelle Veillard. Et aujourd'hui, vous allez le voir derrière nous, il sera question du pôle France kayak. Voilà. Des très belles images à découvrir. Donc, dans quelques instants, on vous souhaite une magnifique journée sur France 3 Bretagne. Kenavo.